Donc je vous remercie de m'accueillir ici donc sur la thématique plutôt respiratoire donc des maladies neuromusculaires. C'est un enjeu important puisque ces maladies peuvent toucher la fonction respiratoire en atteignant la pompe respiratoire et donc l'efficacité de la respiration. Ceci résulte dans une diminution de l'efficacité des muscles respiratoires et de leur capacité à maintenir une ventilation correcte qui va se traduire par une difficulté à mobiliser des volumes suffisants pour une ventilation habituelle et une réponse, on va dire, physiologique de modification du pattern respiratoire avec un tableau de ventilation à petit volume et haute fréquence. On assiste d'un point de vue fonctionnel à une diminution des volumes mobilisables qui se traduit sur les volumes qui résultent des muscles inspiratoires, mais il ne faut pas oublier dans cette évaluation la diminution de l'efficacité de l'atout qui résulte de l'atteinte des muscles expiratoires. Et donc c'est l'exploration de ces différents muscles et de cette atteinte respiratoire qui va être essentielle dans ces maladies neuromusculaires avec un tableau d'insuffisance respiratoire hypercapnique. Donc ici résumé les particularités de ces maladies. Donc on a une atteinte de ce qu'on appelle en pneumologie les volumes mobilisables, donc qui se traduisent essentiellement par la capacité vitale qui résume à la fois les capacités inspiratoires et expiratoires. Et donc un tableau qui est très particulier initialement dans la maladie puisque elle va se faire par une diminution dans cette capacité vitale, alors que dans un premier temps la capacité pulmonaire totale va rester relativement préservée et que de façon paradoxale le volume résiduel va augmenter. Et donc on a d'un point de vue fonctionnel respiratoire une insuffisance respiratoire restrictive, il va falloir identifier et suivre. Donc on a un certain nombre de techniques actuellement qu'on utilise pour suivre cette atteinte respiratoire avec plusieurs niveaux, je dirais, de spécialisation et de côté invasif, avec dans un premier temps, ce qui est accessible à tous, les explorations fonctionnelles que je dirais standard au niveau respiratoire. Donc c'est la réalisation de courbes débit-volume et de mesures de volume pulmonaire qui sont pratiquées de façon courante. Et on va retrouver donc ce profil d'insuffisance respiratoire restrictive qui peut être piégeant pour des pneumologues non habitués aux maladies respiratoires, mais qui ont comme particularité, comme je viens de vous le dire, de mettre en évidence une diminution prioritaire sur les volumes mobilisables. Donc avec cette particularité, une CPT qui est moins diminuée que la capacité vitale, en particulier au début de l'évolution de la maladie. Donc on voit ici résumé cet impact avec à la fois une atteinte de la capacité inspiratoire, mais également une atteinte des muscles expiratoires qui va se traduire au niveau fonctionnel respiratoire par une diminution du volume de réserve expiratoire, le VRE, qui participe également à la capacité vitale. Et donc cette diminution globalement de la capacité vitale avec dans un premier temps l'augmentation paradoxale du volume résiduel et donc un tableau qui est très particulier au niveau fonctionnel respiratoire qu'on qualifie donc de insuffisance respiratoire restrictive disharmonieuse. Et vous en avez ici un exemple assez caricatural avec effectivement une capacité vitale qui est très altérée chez ce patient, alors que finalement la capacité pulmonaire totale qui pour le pneumologue est la définition de son syndrome restrictif est relativement préservée. Et donc ce tableau de augmentation relative du volume résiduel qui se traduit ici, donc qui traduit le caractère disharmonieux de l'atteinte respiratoire et qui là dresse un portrait caricatural de ce type d'atteinte. Malheureusement, on ne retrouve pas toujours ce type de tableau qui permet d'orienter d'emblée vers un processus plutôt neuromusculaire de l'insuffisance respiratoire. Deuxième élément qui peut permettre de suivre l'atteinte respiratoire secondaire aux maladies neuromusculaires, c'est la mesure de la capacité vitale en position assise comparée à la position couchée. De façon physiologique, il est normal d'observer une diminution de la capacité vitale dans cette situation, mais elle n'excède pas 10 à 15%. Et il a été démontré que lorsqu'il y avait une diminution de plus de 25% de la capacité vitale, celle-ci reflétait une dysfonction diaphragmatique majeure qui traduisait donc une atteinte diaphragmatique très importante. Donc c'est un moyen assez facile de mettre en évidence une atteinte musculaire respiratoire importante. Cependant, c'est peu sensible et ça traduit en général une dysfonction diaphragmatique majeure et ne permet pas de préjuger de l'importance de l'atteinte respiratoire. Il n'y a pas de corrélation entre la grandeur du delta de CV et l'importance de l'atteinte respiratoire. Cependant, ça peut permettre d'attirer l'œil sur des maladies qui peuvent sembler peu importantes, mais qui vont s'aggraver de façon
importante en décubitus, incitant à poursuivre donc l'étude de l'atteinte respiratoire sur la présence de troubles respiratoires nocturnes. Donc ici l'exemple d'une maladie, enfin c'est un exemple d'une maladie de pompe. On voit qu'en position assise, à ce stade de la maladie, le patient a une atteinte de la capacité vitale qui est relativement modérée, mais quand on allonge, on voit qu'il y a une chute dramatique de la capacité vitale, et on peut bien imaginer qu'au cours du sommeil, cette majoration de l'insuffisance respiratoire, le fait que l'insuffisance diaphragmatique soit démasquée, va mettre en jeu donc la respiration au cours du sommeil, avec de possibles troubles respiratoires au cours du sommeil qui peuvent être l'indication à une mise sous ventilation. Donc ici, on est déjà dans une maladie qui est symptomatique et qui peut être dépistée en position assise, mais ici, par exemple, dans le cas d'une myotonie sténaire, chez un patient, on peut se dire qu'a priori, il y a une atteinte respiratoire qui est peu importante, avec une capacité vitale qui reste dans les normes, de même que la capacité pulmonaire totale. Et quand on allonge le patient, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il a déjà une insuffisance diaphragmatique sévère qui est peu visible en position assise, mais qui est démasquée en position couchée, avec là aussi un risque d'apparition de troubles respiratoires au cours du sommeil qui pourrait relever d'une prise en charge symptomatique. Si on poursuit donc les éléments des explorations fonctionnelles respiratoires, on peut compléter aussi par ce qui va être fait sur un syndrome restrictif, je dirais d'origine inconnue. On va également réaliser une étude de la diffusion avec une mesure de la DLCO, et c'est ce qui va permettre de distinguer au sein des insuffisances respiratoires restrictives une potentielle atteinte respiratoire d'origine neuromusculaire d'une atteinte respiratoire restrictive d'origine parenchymateuse, puisque habituellement on ne trouve pas de troubles de la diffusion alvéolo-capillaire dans les maladies neuromusculaires. Et enfin, sur ces explorations, je dirais, standards de la fonction respiratoire, il y a les gaz du sang qui, lorsque la maladie évolue, vont permettre de mettre en évidence ce tableau caractéristique d'hypoventilation alvéolaire avec l'apparition d'une hypercapnie. Cependant, celle-ci est relativement tardive, et là, quand on regarde en fait l'évolution donc de la force musculaire respiratoire par rapport à l'apparition de la capnie, on voit que c'est déjà dans une maladie évoluée qu'on va assister à l'apparition de cette hypercapnie, d'où la force de symptômes quant aux indications de la ventilation invasive ou non invasive, puisque ça traduit déjà une maladie assez évoluée. Dernier élément qui peut être ajouté parce que ça utilise les mêmes outils que les explorations fonctionnelles respiratoires, c'est une exploration un peu plus ciblée des muscles expiratoires. On a vu que sur les EFR standards, vous pouviez déjà avoir une indication sur le volume de réserve expiratoire, le VRE, qui, lorsqu'il est diminué, traduit une atteinte des muscles expiratoires. Mais avec le même matériel que le matériel des explorations fonctionnelles respiratoires, on peut faire une mesure qui est assez simple, qui est celle du débit de touffe. Donc ça, c'est le pneumotachographe qu'on utilise habituellement pour les EFR standards. Et donc on réalise simplement une manœuvre de touffe au cours de laquelle on va mesurer le débit, et c'est un indicateur qui est important pour évaluer l'importance de l'implication des muscles expiratoires et donc le risque de morbidité respiratoire chez ces patients. Les débits qui sont retenus, donc on va assister à une diminution du débit de pointe à la touffe chez ces patients, et les valeurs seuil qui sont retenues dans la littérature, c'est une valeur seuil de 160 litres minutes qui était considérée comme prédictive d'échec du sevrage à la ventilation, mais ceci dans des situations de décompensation respiratoire aiguë, ce qui a fait considérer par certains qu'une valeur seuil de 270 litres minutes en situation stable était déjà indicatrice d'une défaillance importante des muscles respiratoires et probablement permettait de poser l'indication de la mise en place des techniques d'assistance à la touffe, ces patients étant à risque de diminuer de façon très importante au cours d'une décompensation respiratoire aiguë leur débit expiratoire de pointe à la touffe. Ceci donc constitue, on va dire, le premier stade d'évaluation des muscles respiratoires. Et puis on va pouvoir affiner l'évaluation de ces muscles respiratoires en pratiquant des explorations qui sont relativement simples de mise en œuvre, mais qui sont plus spécifiques des muscles respiratoires, en explorant à la fois toujours l'inspiration et l'expiration. J'insiste là-dessus puisque c'est très important dans la prise en charge respiratoire de bien évaluer la fonction expiratoire, ce qui va jouer un rôle majeur dans les épisodes d'exacerbation, de décompensation respiratoire, dans la morbidité et la gravité de ces épisodes pour les patients.
Donc deux principales techniques. La première, c'est la mesure des pressions maximales inspiratoires et expiratoires. Donc c'est à peu près la même méthode avec donc un capteur de pression qui est relié à un embout buccal avec un système de occlusion, et on va demander aux patients d'effectuer un effort maximal contre une quasi-occlusion. Pourquoi une quasi-occlusion? Il faut mettre en place une petite fuite pour empêcher le collapsus des voies aériennes qui empêche une bonne mesure des pressions aériennes. Donc des dispositifs qui sont sur le marché dispose de cette fuite, ou sinon si c'est fait au laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire, il faut la prendre en compte. Et on va demander aux patients d'effectuer donc contre cette quasi-occlusion un effort maximal inspiratoire pour évaluer la force des muscles inspiratoires, donc principalement le diaphragme, mais dans cette situation ça met aussi en jeu les muscles inspiratoires accessoires, et donc c'est là comme ça que vous obtenez les PI max ou les MIP. Et puis, on peut effectuer la même manœuvre à l'expiration de manière à obtenir les pressions expiratoires ou les MEP. On demande aux patients de soutenir l'effort quelques secondes puisqu'on va essayer de mesurer la pression maximale au plateau à 1 seconde pour éviter le pic de pression initial, et ça donne ce type de résultat avec ici donc la mesure sur une manœuvre expiratoire du pic de pression et ici sur une manœuvre inspiratoire du pic de pression. Donc c'est comme ça que vous obtenez les PE max ou MEP et les PI max ou MIP. Deuxième technique, également relativement simple, donc c'est les SNIP, où c'est la mesure donc de la pression nasale dans un effort inspiratoire maximal qui repose sur la mise en évidence en fait d'une bonne corrélation entre la pression narinaire et la pression œsophagienne ici, qui est la principale composante de la pression diaphragmatique, et donc celle-ci est mise en évidence au cours d'efforts inspiratoires maximal, donc par le nez. Donc c'est comme ça, on demande aux patients d'inspirer très très fort, et donc il y a une corrélation entre ces deux mesures, entre la pression nasale et la pression œsophagienne, qui est valable chez des patients présentant des pressions normales, mais aussi chez des patients chez lesquels la force musculaire respiratoire est diminuée. Donc ça donne cette technique où en fait on va mettre un capteur de pression au niveau du nez du patient en réalisant une occlusion sur la narine où on met le capteur de pression, et puis on va lui demander de faire une manœuvre de reniflement intense et brutale en fin d'expiration normale. Donc en physiologie respiratoire on dit que c'est à la CRF, et si idéalement c'est bien d'avoir un retour visuel pour essayer d'encourager le patient pour faire un effort maximal et essayer de lui faire atteindre son maximum de possibilités. Donc ceci, il y a un phénomène d'apprentissage dans cette manœuvre, et donc il faut faire au moins 10 manœuvres pour obtenir le meilleur effort du patient, et on s'arrête une fois qu'on arrive au maximum de pression reproductible pour obtenir le SNIP. Donc, est-ce qu'il faut choisir l'un ou l'autre? Donc, quelle est la meilleure des deux? Donc, je dirais que les deux ont des avantages et des inconvénients respectifs. Elles ont des caractéristiques différentes. Il y a une manœuvre qui est balistique et qui est plus naturelle avec le SNIP. C'est plus facile d'expliquer la manœuvre de reniflement maximal. Le MIP, lui, demande un effort plus soutenu du patient, une meilleure coordination. Donc, ça serait peut-être un peu plus au désavantage du MIP. Pour les deux manœuvres, elles sont assujetties à des phénomènes d'apprentissage, aussi bien pour les MIP que pour les SNIP, avec un avantage sur les SNIP qui sont reproductibles une fois que la technique est acquise d'une semaine à l'autre. Il n'y a plus de différence, mais il faut quand même réaliser à chaque fois une dizaine de manœuvres pour arriver à l'effort maximal du patient. En revanche, les MIP, il y a un petit risque d'apprentissage, enfin un effet d'une semaine à l'autre, et là aussi il faut répéter les manœuvres de manière à obtenir un résultat stable. Le désavantage de ces deux manœuvres, et ça le partage, c'est que c'est des manœuvres dépendantes de la volonté, de la capacité de réalisation de la manœuvre du patient, donc ce qu'on appelle des techniques volitionnelles, et donc on peut être limité sur l'efficacité de ces mesures par cette limite. De même, le SNIP, comme il réclame une pression transnarinaire importante, il peut être mis en défaut lorsque les maladies neuromusculaires sont extrêmement sévères, et donc dans ces situations être moins efficace que le MIP pour des patients très sévères. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'au cours de l'évolution de la maladie, parfois les patients à une certaine période de la maladie vont mieux faire une manœuvre que l'autre, qui sera plus à même d'évaluer leur fonction respiratoire. Donc pour essayer de répondre à la question, je vais avoir une réponse de Normand, parce que pour j'espère que je n'offense personne, mais pour les personnes qui font beaucoup de recherches sur les maladies respiratoires, les dernières données tendent à dire que plus on multiplie les explorations des muscles respiratoires, meilleur est le diagnostic de parésie des muscles respiratoires et moindre est le risque de surestimer cette parésie des muscles respiratoires. Donc la tendance est plutôt à combiner les tests, ce d'autant que quand on compare
compare le SNP au MIP, ce qu'on voit, c'est que les deux techniques ne sont pas équivalentes. Et donc, on a tendance à dire qu'elles sont équivalentes, elles sont complémentaires, pardon, et non interchangeables. Et donc, la tendance est plutôt au moins d'essayer, au moins à un moment donné, de faire les deux techniques et voir laquelle est meilleure pour le patient. Mais idéalement, c'est de faire les deux techniques, sachant qu'une fois que le laboratoire est entraîné, c'est des techniques qui demandent quand même peu de temps de réalisation pour suivre donc la fonction respiratoire des patients. Troisième niveau d'exploration, ça va être de mettre en œuvre des explorations invasives très spécifiques du diaphragme. Et donc, c'est des techniques de mesure de pression transdiaphragmatique. Le principe étant de mettre un double capteur de pression en plaçant un capteur au niveau œsophagien et l'autre au niveau gastrique et en mesurant au cours de la respiration ces pressions avec donc la mesure de la différence entre la pression gastrique et la pression œsophagienne qui donc traduisent les pressions transdiaphragmatiques. Donc, c'est une mesure qui est très spécifique du diaphragme. Donc, ici, je vous ai mis l'exemple de deux capteurs. Il y a des capteurs de pression, donc ce cas-là, il faut ballonnet. Donc à ce moment-là, il faut deux sondes à ballonnet pour avoir le capteur œsophagien ou gastrique. Et ici, des capteurs piézoélectriques. Vous avez deux capteurs ici et là on va placer progressivement l'un au niveau de l'œsophage, l'autre au niveau de l'estomac. Donc ça va donner ce type de résultante. Donc vous avez la pression gastrique, la pression œsophagienne et la résultante ici qui sont les PDI. Et donc vous allez pouvoir mesurer ces pressions transdiaphragmatiques chez des sujets avec une insuffisance respiratoire musculaire plus ou moins évoluée. Ici, vous avez un exemple de de faiblesse diaphragmatique sévère. Et vous voyez d'ailleurs que la pression gastrique s'est négativée, ce qui traduit un phénomène de respiration paradoxale. Donc, on peut mettre en évidence sur ces examens. On peut donc mesurer ces pressions au cours de la respiration normale ou au cours de manœuvres volitionnelles telles que je vous les ai décrites tout à l'heure. Donc, pareil avec les manœuvres de PIMAX ou de SNIF ou SNIP. Mais l'avantage, c'est que dans ces circonstances, on va pouvoir faire des manœuvres non volitionnelles, c'est-à-dire une stimulation magnétique du nerf phrénique afin d'obtenir une mesure la plus objective possible de la contraction diaphragmatique. Donc on va placer un aimant, donc ici vous avez des exemples, de manière à stimuler le phrénique. Donc la stimulation classique, souvent c'est rétrocervicale pour avoir une stimulation globale, mais avec aussi parfois des stimulations bilatérales phréniques au niveau cervical. Et puis les Anglais proposent aussi des stimulations antérieures thoraciques. Et en utilisant les petits aimants, ça permet aussi de séparer la stimulation droite et gauche quand on recherche une asymétrie diaphragmatique. Donc ça donne ce type de résultat. Vous voyez ici votre patient qui est en train de respirer normalement. Vous avez la dépression de la pression œsophagienne avec donc artefacté en fait par le cœur, enfin par le signal électrocardiographique. Ici la pression, donc là c'est un patient qui n'a pas de respiration paradoxale, donc vous avez l'inversion du signal avec une pression gastrique qui est positive. Et puis on demande aux patients en fin d'expiration, donc à l'ACRF, lorsque le diaphragme est au repos, s'arrêter de respirer. Et là on va envoyer la stimulation. Et donc vous avez effectivement la contraction diaphragmatique avec la dépression œsophagienne et le signal gastrique avec la résultante ici qui sont les PDI qui sont largement au-dessus de 20 ou 25 cm d'eau, donc c'est un signal normal, ce qui est plus facile à voir que si vous commencez par une maladie de pompe. Donc une technique et une méthode de référence pour évaluer la fonction musculaire diaphragmatique, mais qui présente plusieurs inconvénients. D'une part, c'est une technique invasive, donc il faut quand même faire avaler une ou des sondes à un patient. Elle est d'autre part assez peu répandue, il n'y a que des laboratoires relativement spécialisés qui la mettent en œuvre. Donc il est évident que c'est difficile de mettre ces techniques en pratique pour évaluer de façon routinière une maladie neuromusculaire. Donc on va réserver ces techniques plutôt soit dans des situations de difficulté diagnostique, devant justement un syndrome restrictif d'origine inexpliquée, on se pose la question d'une atteinte musculaire diaphragmatique, ou pour une évaluation fine de la fonction diaphragmatique dans le cadre d'essais thérapeutiques où on veut vraiment avoir une évaluation la plus objective possible de la fonction musculaire. Donc, quelle perspective pour les explorations musculaires diaphragmatiques ? L'objectif qu'on garde en tête, c'est de trouver à la fois des techniques non invasives pour être le moins possible, pour que ces explorations soient le moins pénibles possible pour les patients, mais également d'avoir des mesures les plus objectives possibles de la fonction musculaire respiratoire. Donc, il y a je vous cite deux pistes qui sont actuellement en cours d'exploration. Donc, la première, c'est la mesure des pressions à la bouche au cours des stimulations magnétiques. Donc, on fait une mesure des pressions à la bouche avec une stimulation magnétique parce qu'il y a une bonne corrélation de la pression œsophagienne et de la pression à la bouche lorsqu'on utilise un trigger inspiratoire en pression. Le problème, c'est que ces techniques ont été validées chez des patients qui ont des fonctions respiratoires normales, donc il n'est pas sûr que pour des patients neuromusculaires, les méthodes utilisées, enfin en particulier le trigger utilisé, soient valables. Donc c'est en cours de validation avec l'utilisation de différents triggers pour voir si on peut avoir une évaluation donc non invasive reflétant la pression œsophagienne à la bouche. La deuxième technique, c'est
c'est les techniques de plétismographie optoélectronique, avec une mesure par des caméras optoélectroniques des variations de volume pulmonaire, soit en respiration spontanée ou dans des manœuvres forcées, ce qui permet d'étudier les mouvements respiratoires des patients en dehors des manœuvres forcées, mais également de pouvoir compartimentaliser les différents compartiments pulmonaires, donc de vraiment regarder la répartition de la respiration, ce qui peut être intéressant dans des maladies responsables de scoliose importante. Et donc avec du matériel qui était très coûteux et qui commence à devenir un petit peu plus abordable, et surtout des techniques qui au début imposaient de rester dans un laboratoire, mais qui maintenant permettent, avec des caméras de moindre volume, de pouvoir se déplacer et pouvoir envisager d'aller au lit du malade. Donc, avec des premières études sur, par exemple, des myopathies du chêne, on voit que la diminution des volumes, des variations de volume abdominaux sera un marqueur précoce des troubles respiratoires nocturnes. Et donc, la possibilité, à ce moment-là, d'étudier les patients qui sont peu accessibles aux explorations traditionnelles, parce que vous n'avez plus le problème, par exemple, pour les patients trachéotomies, des fuites à la trachéotomie lorsque vous faites les manœuvres, pour les patients qui ne peuvent pas prendre un ombo buccal pour étudier leur respiration, ou chez les enfants, et qui peuvent permettre aussi d'étudier l'efficacité de techniques, non seulement de la respiration spontanée, mais l'efficacité des techniques d'assistance respiratoire, que ce soit les techniques d'assistance à la toux ou les techniques de ventilation. Donc c'est un modèle intéressant qui reste pour l'instant coûteux et qu'il faut arriver à standardiser pour pouvoir améliorer la technique, mais c'est la deuxième piste de exploration non invasive et non volitionnelle pour les patients neuromusculaires. Et donc voilà, donc des outils anciens, mais toujours la recherche de nouveaux outils non invasifs pour pouvoir avoir une mesure la plus objective possible de l'atteinte musculaire respiratoire. Merci beaucoup.